Je venais de prendre la conscience que je ne pouvais continuer ainsi dans l'échec et la non-vie. Effectivement, cela faisait 10 ans que je n'avais rien fait de ma vie. Alors, la difficulté était d'apprendre à dire non et à accueillir les conséquences d'un oui. Oui, j'avais décidé que j'allais avancer dans ma vie. Je devais alors passer d'un monde figé, ordonné de 1000 façons, à un monde vivant, autonome, prêt à répondre à mes attentes. Pour cela, il fallait que je sois capable de ne plus imposer ma toute-puissance et mon contrôle absolu et de laisser faire la vie. Car il était un temps, le temps passé, où rien ne devait changer. Quand je ne dis rien, ce n'est rien. Pas un seul centimètre de cheveux ne devait être coupé. Pas un seul petit bout de papier ne devait être jeté. Le soir, je pleurais le jour accompli et le matin, j'angoissais de quitter le bercement de ma nuit passée. Tout était chagrin et peur. Je regrettais ce qui venait d'être et j'étais pétrifié de ce qui allait être. Il m'était très difficile de me décentrer de mes humeurs et de mes sentiments, jusqu'alors sélectionnés. Je faisais de même avec les choses. J'accumulais, je rangeais, j'ordonnais, je classais et je recommençais. Ce n'était pas pour être plus riche que d'autres, ni pour combler les vides de ma vie. Non, c'était ma façon de reconnaître cette vie, de la matérialiser, de la sentir vibrer. J'accueillais les bouts, les choses, les objets, comme une grâce de la vie, comme des trésors orphelins témoins de l'existence. En archivant ainsi, j'en faisais des souvenirs et je me construisais une vie. Tout devait rester tel que je les avais acceptés, accueillis, immuables, intacts. D'observatrice, je devenais détentrice parfois d'un savoir et d'autres fois d'un regard, celui d'une vie dans laquelle mon champ d'action et de réalisation était défaillant. Tout cela m'appartenait, devenait mien, bien que je ne pus jamais m'approprier quoi que ce soit, puisque je ne m'en servais pas. Ces centaines de petits détails glanés étaient entreposés dans des boîtes, elles-mêmes planquées dans les coins et les recoins de ma petite chambre. Mais pourquoi avais-je peur, panique que les choses bougent? Certes, il est commun d'associer cet état à la peur de mourir. Mais je pense, plus que tout, c'était mon manque de projection, d'orientation vers le futur, vers mon futur, qui m'abîmait. Ce n'était pas que je ne m'imaginais pas demain, vers un moi en devenir, non. Tout simplement, je ne me construisais pas avec mon moi à moi. Je ne me permettais pas d'aller en dehors des limites que la vie, les autres et moi-même, et aussi la société m'avaient imposées comme vraies. Déplacer les choses, leur donner une autre place, c'était en quelque sorte une façon de leur octroyer une valeur nouvelle, comme les déposséder de leur sens premier, celui que je leur avais donné, et de laisser quelque chose passer, s'effacer, disparaître, mourir en moi. Pour en faire quoi? Pour aller où? Bien sûr, j'avais de vagues images, des idéaux, des envies de moi, pour moi, mais ils se résumaient systématiquement à ce n'est pas pour moi. Non, mais je ne vais pas y arriver. Enfin bref, vous connaissez ce genre de litanie faite de croyances limitantes. Pendant des années, je m'étais résignée à accepter les choses comme elles venaient, avec souvent son lot de difficultés. Ben oui, parce que c'est ainsi, lorsque les choses ne sont pas faites pour vous, vous ramez plus qu'il ne faudrait. Alors, c'était en me penchant sur moi que j'avais commencé à ramollir les résistances, à construire des oui, tout en envisageant les non, et réciproquement. Je m'éloignais ainsi progressivement du rien, de la lamentation et de mes impatiences. Pour la première fois,
Je regardais devant moi en me détachant doucement de la personne parfaite qui dit oui à tout et en m'autorisant à voir plus loin, à voir grand. J'ai d'abord dit non à ma mère, enfin à sa proposition. À ma mère qui, par affection, par conseil et bien souvent, à ma demande, m'avait orienté vers un destin peu ergonomique pour ma personne. Une de ses projections était de me voir avec l'agrégation en poche. C'était rassurant. 2 années consécutives, j'ai ainsi planché, déambulant dans les champs abyssaux de la connaissance abrutie. J'ai avalé des mots et des chiffres à en avoir la nausée. La première année, ne prenant pas les transports en commun, au petit matin, ma sœur m'avait accompagnée au centre d'examen. Toute la famille s'était alliée à cette cause noble que représente le concours contre la certitude que je planchais. La seconde année, ma tête s'était mise à fumer comme un feu de paille. J'avais bugué, comme il faut, sans m'en apercevoir. J'avais mis plusieurs mois à me rendre compte que tout ce qui passait par ma tête en ressortait immédiatement, que mes efforts n'étaient que la façade illusoire d'un gros mensonge que je me faisais à moi-même. Choqué, je me posais alors la question. Mais pourquoi te fais-tu croire que tu travailles? Oui, pourquoi tant de peine? Et c'est alors que je prêtais attention au silence. Mais je n'entendais rien, parce que dans cette peur sourde et épaisse, entendre la réponse devait remettre en question toute ma conception de la vie. Alors j'entreprenais de faire un silence long. Oui, pétrifié, j'avais donc pris le parti de visualiser et de laisser venir à moi ce qui révélait d'une peur panique. Puis, j'ai inventé un deal avec moi-même, tout simplement. Bon, quelle que soit l'explication, voilà ce que tu vas faire, tu resteras maître de ta vie et c'est toi qui décideras. Ni de la question ni de la réponse sera souveraine. La seule personne qui sait et qui fera, ce sera toi. En me laissant libre et souveraine, cette phrase fut magique. Au détour d'une pensée plus docile, plus sincère, plus transparente que jamais avec moi-même, alors j'ai entendu ceci. Tu travailles pour faire plaisir à maman. S'ensuivit alors un sentiment de paix, d'ouverture, de délivrance, un bien-être total. Je venais de reconnaître une des conséquences absurdes et néfastes du lien. Rester attaché au goût, au souhait de l'autre, de peur de perdre ce lien, peur d'être séparé de la personne et de ne plus être aimé. Oui, en renonçant à cette obéissance erronée, j'accueillais un des états les plus durs à acquérir dans notre vie, l'autonomie. La véritable autonomie, la liberté d'être. C'est alors que jaillit dans mon cerveau les lumières du tout possible, de l'infini, du probable, de l'utopie aussi, graine de toutes les plus belles entreprises et réussites humaines. Alors, sans savoir où j'allais, j'ai ressenti une très grande force, presque béate, que l'on appelle, je le comprends aujourd'hui, vie. Alors j'écrivais. On ne grandit pas en se faisant grammairien du mal et de ses mots, les nôtres ou pire ceux des autres. Le plus dur et la vraie tristesse est bien le renoncement que la vie nous demande à nous croire si puissants. Vivre et jouir du refus de l'enfermement pour devenir l'amant de l'instant, c'est apprendre de la vie à savoir dire non, à savoir dire oui. C'est accepter que les clés se travaillent dans la conscience et la décision. Alors, la confiance grandit et de l'impuissance grise qui faisait notre vie, j'entends déjà une symphonie que je crois que l'on appelle magie. Oui, la magie, l'âme
qui agit. Alors aujourd'hui, je glane, mais je jette. J'ordonne et je choisis. Je conserve, mais je transforme. Le passé m'a faite, mais plus encore l'instant me révèle, m'articule, parce que je n'ai plus peur, enfin presque jamais, de dire oui et que j'ai enfin compris quel était le mouvement de la vie.